Bienvenue chers énigmates, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien aujourd'hui nous revisitons une affaire déjà évoquée dans l'émission Enlevé par l'inconnu, celle de Travis Walton. Cet homme, supposément enlevé par un ovni en 1975, a marqué l'histoire de l'ufologie avec un récit tout à fait fascinant mais aussi bien évidemment controversé. En 2021, Travis a pris la parole dans le podcast Joe Rogan Experience, partageant à nouveau son histoire troublante et répondant à des questions avec une clarté et une précision remarquables. Quoi de mieux que d'explorer ensemble ce qu'il a révélé, revenir sur les détails marquants et analyser les réactions qu'il suscite encore aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer, et bien sûr à liker cette vidéo si le sujet vous passionne. Maintenant, embarquons pour ce voyage aux frontières du réel. Reprenons depuis le début, ce jour où tout se produit. Tu avais 22 ans, tu étais bûcheron. Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est une journée comme les autres, mais après le travail, c'est un peu comme si l'adrénaline n'a pas envie de redescendre. On vient juste de charger notre équipement et on part. L'atmosphère dans la voiture est électrique, tout le monde discute, rigole, échappant à la fatigue de la journée. Le soleil décline, la lumière devient plus douce, mais aussi un peu plus inquiétante. Une sensation étrange m'envahit lorsque je lève les yeux. Au loin, à travers les arbres, une lueur apparaît. Et puis, alors qu'on avance, je la vois. Une lueur étrange filtrant à travers les arbres. Au début, je l'ignore, pensant que c'est rien de plus qu'un rayon de lumière passant à travers les branches. La saison de la chasse au cerf bat son plein, donc je me suis dit que les chasseurs ont allumé une lampe ou qu'ils campent dans le coin. Mais il y a quelque chose dans cette lumière qui m'intrigue, quelque chose d'étrange. Elle n'est pas ordinaire, elle a quelque chose de perturbant. Peu à peu, je sens les regards des autres membres de l'équipe se poser aussi sur la lueur. Mais aucun d'entre nous ne fait de grands gestes. Pas d'exclamation de surprise, pas de panique, ce sont juste des regards curieux, comme si nous étions tous encore dans l'incertitude, comme si nous attendions que quelqu'un d'autre parle en premier. Et puis, on traverse la clairière, et là, tout change. L'endroit est baigné dans cette lumière qui prend forme. Il n'y a plus de place au doute. La clarté est intense, presque aveuglante. Un choc immédiat. Comme si le temps cessait de s'écouler. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à ce moment, mon esprit est parti en vrille. Et ce que je vois, c'est waouh! Une sensation d'émerveillement et de terreur mêlée tout à la fois, c'est irréel. Je me souviens, c'est vraiment inexplicable. Je quitte la camionnette sans raison et je cours vers cette chose. Je ne sais même pas pourquoi, comme un appel irrépressible. Et je pense dans ma tête que ça va simplement s'envoler, disparaître en un clin d'œil. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, quand tu dis que c'est dans la clairière, vous roulez sur une route de terre, ouais, c'est une route de terre. Les arbres sont vraiment denses. C'est un coin de la forêt compris dans le contrat qu'on n'a pas encore exploité. Donc là, les arbres sont plus touffus, à part cette clairière. Mais on n'est pas les seuls à l'avoir vue. On a appris plus tard que le shérif a des témoignages, des gens de la région qui ont vu la même chose, des chasseurs, des pêcheurs près du lac Black Canyon. Ce qu'ils décrivent, c'est exactement ce que l'équipe a vu quand la lumière est partie. Bien sûr, je n'ai pas vu ça moi-même, mais ce qu'ils ont dit, ils ont parlé de cette lueur qui s'élève, puis qui file dans le ciel, et je crois qu'ils ont dit qu'elle se dirige vers le nord-est. C'est là que ça devient étrange, parce que certains témoins ne veulent sûrement pas se faire connaître, mais il y a cet homme. Il était là, juste pour la chasse, un chasseur de cerfs. Il travaille dans le renseignement militaire, et lui et sa femme étaient ensemble. Ils ont juré sur ce qu'ils avaient vu. Ils sont formels.
Et puis il y a un autre gars du côté du lac Black Canyon qui a vu la même chose. Alors, je vais pas mentionner leur nom, enfin sauf si Joe les mentionne, mais on apprendra plus tard qu'il y a eu une enquête officielle à ce sujet, une enquête dont personne n'a parlé à l'époque. Au début, tout le monde a dit que ce sont des foutaises, que ces gars m'avaient tué. Même mon frère aîné, lui, ne me croyait pas. Il pensait que mes collègues m'avaient tué. Ce qu'on était en train de faire dans la forêt, c'est de rassembler les broussailles coupées, de former des tas dans la clairière. C'est pour que les services forestiers puissent brûler ces tas quand les conditions seraient bonnes, quand le feu ne risque pas de se propager, comme par temps humide, où les risques sont minimes. C'est une façon de réduire le danger d'incendie dans les bois. Mais mon frère aîné, il défonce ces tas, convaincu que mon corps est là, sous cette terre. Et ça mènera à des confrontations assez tendues entre lui et mes autres frères. C'est un vrai choc. Je crois que même mon frère Dwayne, au début, pensait la même chose, qu'on m'avait tué. Mais lui, rapidement, il voit qu'il n'y a rien de tout ça. Il commence à comprendre que l'histoire que les gars racontent est vraie. Ça reste une scène marquante, mais tout ça a pris une tournure folle, tu sais. Ensuite, je parle de comment j'ai disparu, comment j'ai été enlevé, et de ce que ça a entraîné pour les autres gars. Ils seront accusés de meurtre. Et tout ça a mis une pression énorme sur tout le groupe, créant énormément de friction entre nous. On se demandait tous si on allait finir en prison pour quelque chose qu'on avait pas fait. Les gars étaient dévastés. Que te rappelles-tu quand tu essaies de te souvenir, quand tu réfléchis à ce qui se passe dans ta tête ce jour-là? C'est une histoire que tu as racontée tant de fois, une histoire qui a même été adaptée en film, mais ça doit être tellement irréel. Mais quand tu regardes dans tes souvenirs, que ressens-tu en repensant à ce jour? Je ne cherche pas à me souvenir, tu sais, c'est quelque chose que j'essaie de repousser, de garder loin de moi, mais c'est inoubliable, ça fait partie de moi, de mon être, et quand je repense à ce moment, à cette clairière, tout se brouille dans ma tête, mais je me souviens de la lumière. C'est comme un halo étrange, une lueur qui baigne la clairière, la rendant à la fois magnifique et angoissante. Tu sais, c'est presque impossible à décrire avec des mots. Même un artiste ou un réalisateur n'arriverait pas à rendre ce phénomène. C'est au-delà de ce qu'on peut percevoir, tout dans cette lumière a un côté presque surnaturel. Et tu te souviens de la couleur de cette lumière ? Si je devais lui donner une couleur, ce serait un or doux, une sorte de lumière chaleureuse, mais presque trop douce, trop irréelle. C'est comme si elle se fondait dans l'air lui-même, comme si cette lumière vivait, se mouvait, irriguait tout autour d'elle. Et tout semble figé dans cette lumière, comme si le temps n'existait plus. Tout est beau, mais dans un sens qui te gèle sur place. Cette douceur est aussi menaçante, comme si elle dissimulait quelque chose derrière elle, quelque chose qu'on ne peut pas encore voir, et ça m'a envahi tout entier. C'est vraiment fou. Et ce vaisseau de lumière que tu as vu, comment ils l'ont décrit? C'est quoi exactement? C'est ça qui est intéressant, tu vois. Chacun l'a vu à sa manière. Un gars dit que c'est une poutre de 30 cm de large qui m'a frappé. Un autre dit que ça ressemble à une flamme bleue. Un troisième l'a comparé à un éclair. Mais en fin de compte, tous disent la même chose, seulement avec des mots différents. C'est ce faisceau, cette énergie qu'ils ont tous ressentie, mais ils l'interprètent selon leur propre perception. C'est fou comme la perception de chacun peut changer la réalité de ce qui s'est passé. Dans le film Fire in the Sky, tu vois ce faisceau qui te projette en arrière, mais toi tu dis que tu n'as rien vu, juste cette force. Ouais, exactement, moi je n'ai pas vu le faisceau, j'étais inconscient. Je me suis juste retrouvé projeté comme si une force indescriptible m'ait littéralement jeté à 3 mètres, voire 6 mètres plus loin. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, je me souviens juste de cette sensation de choc et d'inconscience. Et après ça, il y a eu des sceptiques qui ont essayé de tout remettre en question, c'est ça? Oui, bien sûr, les sceptiques sont partout. Ils essayent de tout faire pour dire que c'était une hallucination, que c'était une sorte de comédie, que les gars avaient inventé l'histoire. Ils ont tout essayé, mais tu sais, les témoignages sont cohérents. On ne s'est pas tous mis d'accord sur un mensonge. C'est la même histoire qui revient encore et encore. Alors cette lumière, ce n'est pas comme des rayons de lumière qui jaillissent. Non, c'est plus une brume, une sorte de halo lumineux, diffus, qui enveloppe tout avec une douceur, une sorte de fluidité dans l'air. La lumière se dégage de toute la surface du vaisseau, pas d'un seul endroit particulier. Il y a des zones un peu plus sombres, des endroits où ça ne brille pas, mais globalement, ça émet une lueur. C'est difficile de regarder directement, mais pas au point de te brûler les yeux. Ce n'est pas aussi intense, mais le vaisseau lui-même a un aspect métallique, brillant, presque irréel. Il ne brille pas de partout, il y a des parties qui restent sombres, mais la majeure partie de la surface émet cette lumière. Quand je pense à la forme du vaisseau... Donc tu veux dire, tu as vu un vaisseau. C'était quoi exactement?
C'est un classique, un disque, un vaisseau en forme de soucoupe volante, comme on se l'imagine. Des années plus tard, j'entends parler d'un rapport. Je ne me souviens plus du nom de la personne, mais un gars raconte qu'il a travaillé dans la zone 51 et que là-bas, ils ont un modèle. Il a travaillé avec la Tester Model Corporation pour recréer un modèle, faire une rétro-ingénierie de ce qu'il a vu. Et ce modèle-là, c'est de loin celui qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu. Mais je pense que ces engins n'ont pas qu'un seul type de forme. Je suis persuadé qu'il y en a une multitude, des formes toutes différentes. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Eh bien, c'est mon expérience personnelle, j'essaie de ne pas trop insister sur d'autres incidents, mais j'ai vu la sphère lumineuse, j'ai vu le gigantesque triangle noir, et puis il y a eu d'autres engins comme une sorte de boule de lumière où tu ne peux pas fixer la lumière avec tes yeux, tu sais. Mais tout ça, c'est après l'expérience du vaisseau. Je pense que c'est pour ça que mon frère Dwayne a été convaincu plus rapidement que mon frère Dawn. Dwayne a vu un engin dans les bois, à environ 16 bornes de là, pendant qu'il chassait le cerf. Il m'a dit que c'est une forme de tic-tac, et tu sais, récemment, des rapports militaires ont parlé d'engins de ce genre. Alors, tu vois ce vaisseau, cette soucoupe volante, et ensuite, eh bien, il commence à bouger. Puis, il fait de plus en plus de bruit. Ça a grondé, le bruit a grandi, c'est devenu de plus en plus fort. Et pas juste un bruit, non, un genre de rumble profond, presque comme un tonnerre. Mais un tonnerre que tu ressens plus que tu ne l'entends. C'est comme si tout vibrait autour de toi. Et en plus, il y a ces fréquences aiguës des sons presque stridents. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais avec un groupe d'étudiants d'un collège technique. Ils sont vraiment fascinés par ça et voulaient absolument savoir à quoi ressemblait ce son. Et ils ont essayé de comparer avec leur théorie sur ce que pourrait être la propulsion de cet engin. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'intensité de la montée en volume. Soudain, c'est de plus en plus fort, de plus en plus envahissant. Et quand le vaisseau réagit à ta présence, tu te souviens de ce qui s'est passé ? Ouais, tu sais, en même temps, les gars dans le camion criaient « Éloigne-toi de là !» et « Monte dans le camion, on s'en va !» Ce qui aurait été la chose intelligente à faire, mais dès qu'il a bougé, ça m'a surpris. Alors je me suis caché, il y avait une souche d'arbre près de moi, alors je me suis baissé derrière ce tronc. Et eux, ils continuaient à crier ? Ouais, les gars dans le camion criaient « Vas-y, dépêche-toi, on y va !» Mais tu sais, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Je voulais juste me lever et courir aussi vite que possible. Mais quand je me suis jeté à couvert, j'ai fait un mouvement pour m'abaisser et m'avancer vers l'endroit où la souche pouvait me cacher. Et en faisant ça, ça m'a rapproché de l'engin. Tu t'es donc rapproché du vaisseau ? C'est ça le truc. Quand je me suis redressé à ce moment-là, c'est la fois où je me suis retrouvé le plus près de l'objet. Et à quel point ? Eh bien, il n'est qu'à environ 2 ou 3 mètres de moi. Tu vois, de la surface de l'engin. Et c'est à ce moment-là que l'énergie s'est déchargée. Tu as travaillé sur plusieurs théories sur ce qui aurait pu se passer à ce moment-là. Certains des gars dans le camion pensaient... Enfin, tout de suite, Steve a dit que ça l'a frappé, tu sais. Mais comme quand tu tires sur un cerf et que tu sais que tu l'as eu. Et du coup, ça m'a fait dire que ça n'est peut-être pas ce qu'on croyait au début, genre un pistolet paralysant ou un truc dans le genre. Mais peut-être que le fait de réduire cette distance, ça a permis à cette énergie de sauter jusqu'au sol à travers moi. Un peu comme de l'électricité statique, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses qui s'est passé exactement quand tu as été frappé ? Eh bien, je crois que ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une sorte de choc électrique ou d'énergie, mais ça a dû être lié à la manière dont je me suis rapproché de l'objet. Ça a provoqué un genre de transfert d'énergie. Ce qui pèse lourdement en ce sens, c'est qu'un jour, des années plus tard, j'ai appris que ils ont des satellites ou des systèmes qui enregistrent le nombre de frappes de foudre. Et cette zone-là, elle a le taux de foudre le plus élevé de tous les États-Unis. À part les Everglades, qui sont un peu plus frappés, mais ça, c'est à cause de l'eau. Ça ajoute un peu à la théorie, tu vois. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Donc cette zone a vraiment un taux de frappe de foudre élevé. Tu penses que c'est logique qu'ils observent ça, la foudre ? Ou est-ce que c'est la raison pour laquelle ils sont là ? T'as une idée sur ce sujet ? Eh bien, jusqu'il y a quelques années, tu sais, si tu marches sur la Rim Road et que tu vois un arbre frappé par la foudre, tu peux toujours repérer où ça s'est produit. Il y a une bande d'écorce qui est littéralement soufflée, toute nue. L'arbre peut encore survivre à la frappe de foudre, mais la sève se transforme en vapeur instantanément, et ça explose sur le côté de l'arbre en voyant l'écorce valser. C'est impressionnant. J'étais à une conférence un jour, et cette femme me montre une photo. Je lui dis, c'est quoi ça ? Elle me répond, c'est de la fulgurite. Et là, je suis resté un peu perplexe. Je lui dis, qu'est-ce que c'est de la fulgurite ? Et elle explique que c'est lorsque la foudre frappe la terre,
et qu'avec des millions de volts et des millions de degrés, ça forme ces cristaux qui ne se forment pas de manière géologique. Alors j'ai commencé à pencher pour cette théorie, que peut-être ils sont là pour chercher de la fulgurite, un cristal très particulier, formé par ce genre d'explosion d'énergie. C'est un truc que je n'avais jamais entendu avant. Tu peux afficher une image de ça, Jamie ? J'aimerais voir à quoi ça ressemble. Je sais, la trinitite, c'est quelque chose qui se forme quand ils appellent ça du verre nucléaire. Ça se produit lors d'une explosion nucléaire ou lorsqu'un astéroïde frappe la Terre. C'est ça, juste là ? Ces cristaux sont censés avoir des propriétés très spéciales pour les gens qui s'intéressent aux pierres. Enfin, mais qu'est-ce que ça dit là, Jamie ? C'est ce qui arrive ? C'est ça. Waouh, c'est incroyable. C'est beau, ouais, c'est vraiment beau, c'est assez impressionnant. Donc peut-être qu'ils cherchent ça, peut-être quelque chose qu'ils utilisent pour l'énergie. C'est vraiment ce qui se passe quand la foudre frappe, c'est impressionnant. C'est dingue, regarde ça, ça ressemble à un arbre qui sort du sable. Ouais, je dirais que c'est du sable mouillé, ouais. Mais ouais, c'est juste à côté de la plage, donc ça doit être mouillé. C'est dingue, vraiment dingue, mec. Mais parlons de ce que tu as vécu à bord du vaisseau. Tu as vu ces créatures, comment elles étaient ? Je vais te dire, cette partie est un peu longue, donc tu vas avoir quelques coupures dans l'histoire, mais la plupart des infos essentielles sont là. Alors voilà, je me souviens de ce moment. Quand je reprends connaissance, ce n'est pas un truc rapide, ça se fait lentement. Ma conscience va et vient pendant un moment, je ne sais pas où je suis. La douleur et cette sensation que je suis gravement blessé, quelque chose ne va pas à l'intérieur, je sens que j'étais en train de mourir. Et c'est ce qui a vraiment déclenché la panique. Et quand j'ai enfin posé les yeux sur ces créatures, bien sûr, tout ce que l'on nous apprend dans les films d'Hollywood sur les extraterrestres et les monstres, ça ne m'a pas aidé. J'ai instantanément associé cette sensation de douleur et de mort à ces créatures. Donc je deviens immédiatement combatif. Où es-tu exactement ? Je suis allongé sur le dos, sur une sorte de table surélevée. Il y a une lumière au-dessus de moi, mais ce n'est pas vraiment lumineux. Je vois l'esquisse du dispositif lumineux. Le luminaire est de forme un peu comme celui-là. Alors là, Travis montre la lumière qui est en studio, mais beaucoup plus grand. Il émet une lueur douce. Et puis dans le film, il y a une scène où les extraterrestres me frappent. Mais ça n'est pas arrivé. Alors, tu t'es défendu contre eux ? Oui, je me suis jeté sur le plus proche de moi. Je me sens vraiment faible, je n'ai pas assez de force pour faire grand-chose. Alors, quand mon bras touche l'un d'eux, il tombe en arrière, facilement, de façon totalement inattendue, et tombe sur l'autre. Je me roule alors hors de la table, dans l'autre direction. Ils viennent autour de la table et les trois s'avancent vers moi. Et là, j'attrape quelque chose derrière moi, un objet sur une étagère, et je le balance vers eux. C'est quoi cet objet ? C'est juste un long cylindre ou une tige fait de verre, un matériau transparent. Je ne l'étudie pas, tu t'en doutes. Je les regarde eux et je balance l'objet en hurlant des menaces. Et ils réagissent à ça ? Ils s'arrêtent. À ce moment-là, j'ai l'intention d'attaquer plus franchement, de me frayer un chemin parmi eux. La seule porte que je peux voir est de l'autre côté d'eux, et elle ressemble vraiment à une porte. Et comment sont-ils ? Je suppose que c'est une description assez typique de ce qu'on entend maintenant. De très grands yeux, sans poils, 2 yeux, un nez et une bouche. Je ne les ai pas vus parler, ni changer d'expression. Et pour moi, ça, face à toute cette peur et à mes cris, leur absence totale de réaction n'a fait qu'ajouter à ma panique. Et tu as l'impression qu'ils sont des créatures vivantes, ou plutôt comme des robots ? Ils sont sans expression, je dirais ça. Mais tu sais, j'ai eu 45 ans pour réfléchir à ça, et ces dernières années, je pense que peut-être qu'ils sont télépathiques, que leur télépathie est tellement développée qu'ils n'ont pas besoin de parler, et qu'ils n'ont donc pas besoin d'expression faciale non plus. Leur manière de communiquer entre eux serait bien plus riche et complète que ce que nous avons, et le langage, les sourires, les grimaces, tout ça serait devenu obsolète. C'est une théorie intéressante, et ça a changé ta façon de voir les choses après coup ? Oui, bien sûr, je suis, tu sais, sur le point de devenir catatonique pendant des semaines après ce qui est arrivé. Mais je ne veux pas raconter cette histoire pour inspirer la peur. Avec le temps, je pense que cette réaction était injustifiée. C'était juste une réaction due à mon ignorance de la situation. Alors tu dis que le simple fait d'avoir été renvoyé est significatif. Oui, exactement. Tu sais, cette idée selon laquelle ces êtres enlèvent des gens sans raison et leur font des choses terribles, moi je ne souscris pas à cette théorie. J'essaie de séparer ce que j'ai réellement vécu de ce que j'en ai conclu en réfléchissant. Mais il me semble que ces êtres ont été observés, il y a eu des témoignages et des observations, avant même ma naissance, qui sait. Tu avais entendu parler de l'histoire de Betty et Barney Hill avant ton enlèvement ?
Je pense que oui, mais si je croyais qu'ils avaient des intentions sinistres, ce serait une histoire bien différente, tu vois. Ce ne serait pas juste eux se faufilant dans l'ombre. Avec un tel niveau de technologie, regarde, en tant qu'humain, à peine quelques milliers d'années d'avance nous séparent de la découverte du feu. Et en 50 ans, les progrès scientifiques dépassent tout ce que nous avons accompli dans les millénaires précédents. Tu penses qu'ils sont des milliers d'années plus avancés que nous ? Oui, les astronomes disent que ces systèmes stellaires peuvent être plus vieux de centaines de milliers, voire des millions ou des milliards d'années par rapport à nous. Personnellement, je pense que j'ai été enlevé pour qu'ils puissent soigner mes blessures après avoir été frappé. Après ça, il y a eu des tests médicaux effectués sur moi. Tu veux dire des tests médicaux à bord du vaisseau ? Oui, après mon expérience, j'ai été traité de manière étrange quand je suis revenu. Il y a eu toute une chasse à l'homme après moi, c'était l'enfer pendant des jours. Quand je suis allé passer l'IRM, par exemple, on sort du parking, et il y a des gens qui nous suivent, nous hurlant dessus à travers le trafic. C'était vraiment fou, cette peur omniprésente. Alors, quand tu es à l'intérieur de ce vaisseau, tu te souviens avoir réagi violemment, d'avoir frappé ces créatures avec ce bâton que tu as trouvé. Et après ça, qu'est-ce que tu te souviens ? Eh bien, après ça, c'est la sensation d'étouffement. Peut-être que l'atmosphère là-dedans était insuffisante ou qu'il y avait un problème de ventilation. Tu penses que c'est une blessure, que l'énergie qui t'a frappé au niveau de la poitrine aurait pu te causer une sorte de blessure t'empêchant de respirer correctement ? Oui, c'est exactement ça. Le faisceau a frappé ma poitrine. Ça a peut-être affecté ma capacité à respirer. Mais il n'y avait pas de dommages visibles sur mes vêtements. Aucune brûlure, rien de ce genre. Quant à mon corps, rien non plus à part de la déshydratation. C'est la seule trace d'un problème, mais ça ne semble pas vraiment grave. Donc, tu as ce moment où tu attaques ces créatures avec le bâton transparent, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, après cela, il se retire soudainement. Il quitte la pièce. J'ai une théorie sur ça, mais c'est juste une supposition. Cette sensation étrange dans ma tête devait être liée à leur tentative de prendre un certain contrôle, de m'envoyer un message apaisant, ou quelque chose de télépathique qui n'a pas fonctionné. Tu dis que c'est comme si le message était brouillé, comme s'ils essayaient de te communiquer quelque chose, mais que tu n'arrivais pas à comprendre. C'était quoi cette sensation exactement ? Ouais, c'est très flou. Mon cerveau n'arrivait pas à se concentrer, je me sentais éveillé, mais dans une sorte d'état confus. J'avais une peur terrible, mais l'adrénaline me gardait très alerte. C'est comme un mélange d'éveil et de confusion totale. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils essayaient de communiquer avec toi ou de te calmer ? Eh bien, avec le temps, j'ai réfléchi à cette situation. C'est une impression que j'ai eue sur le moment, mais que j'ai pu formuler après des années de méditation sur ce que j'ai ressenti. À ce moment-là, c'est une peur totale, une sensation d'être menacé. Et je pense que c'est pour ça que cette entité est apparue. Elle semblait humaine en quelque sorte. Vraiment ? Qu'est-ce que tu veux dire par humaine ? Eh bien, assez humaine pour qu'on ne se doute pas qu'elle est différente. Si tu la croises dans la rue, tu ne vois que quelqu'un d'ordinaire, comme moi, comme n'importe qui. Donc, après que tu aies frappé les extraterrestres avec ce bâton en verre et que tu t'es senti comme si quelque chose essayait de t'envahir mentalement, tu as eu cette sensation qu'il tentait de te calmer ou de te contrôler par télépathie, c'est bien ça ? Oui, exactement. Je pense qu'ils essaient de me transmettre un message, mais ça n'a pas marché. Ma tête est en feu, mais ça ne fait que me rendre encore plus confus. C'est comme si j'étais incapable de briser ma panique. C'est à ce moment-là qu'il est apparu. Alors, il y a une créature humaine qui entre dans la pièce. Tu te souviens exactement de ce moment ? Combien de temps après avoir lutté avec eux ça s'est passé ? Pas plus de quelques minutes après, vraiment. Je cherchais toujours une issue quand il entre dans la pièce. Il ne m'a pas paru étrange, il avait l'air humain. J'étais dans cet état de terreur, mais quelque chose en lui semble apaisant, comme si d'un coup, il apportait une sorte de normalité. Et il te demande de le suivre, c'est ça ? Mais qu'est-ce que tu pensais de lui à ce moment-là ? Oui, il m'a demandé de le suivre. À ce moment-là, je suis encore sous l'effet de la panique, mais il ressemble à un humain normal, pas à un extraterrestre. Il porte un uniforme bleu, rien de spécial, pas de symbole, ou quoi que ce soit d'étrange. C'est peut-être juste des vêtements simples, mais il a une allure fonctionnelle, comme s'il était là pour me gérer, pour que je le suive. Et il a l'air d'un humain. Oui, complètement. Un homme plutôt costaud, assez athlétique, il me fait penser à un sportif. À l'époque, je n'étais pas loin de ça non plus. Je crois que c'était nécessaire dans le cas où j'aurais voulu me battre. C'était comme si il avait l'air de pouvoir se défendre. Est-ce qu'il avait des caractéristiques qui t'ont frappé ? Genre ses cheveux, son visage ? Oui, ses cheveux sont longs.
pas aussi long que les miens à l'époque, mais assez long, comme un hippie. Pas blond, mais d'un brun très clair, presque pâle. Il aurait pu être dans la foule, personne ne l'aurait regardé 2 fois. C'est l'aspect humain, un aspect normal, parfaitement conçu pour passer inaperçu. Et tu penses qu'il est vraiment humain, ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel? Je suis encore partagé là-dessus. Peut-être que c'est une sorte de création artificielle, ou bien il existe une race qui ressemble vraiment à nous. Ce qui m'étonne, c'est leur niveau de développement. Si ça se trouve, ils peuvent manipuler des technologies bien au-delà de ce qu'on imagine, et c'est peut-être pour ça qu'il avait l'air si naturel. Donc, quand tu rencontres cette personne, que se passe-t-il exactement? Il est pressé de me faire sortir de là. Dès qu'on quitte le vaisseau, tout va très vite. Donc tu le vois, et ensuite quoi? Je me mets à hurler. Je suis complètement hystérique, posant une tonne de questions, mais je n'obtiens aucune réponse. Je voulais savoir où j'étais, ce que sont ces créatures, ce qui venait de se passer. Je n'arrêtais pas de poser des questions. Et lui, il ne répondait pas? Non, il ne répond pas du tout. Il porte un casque transparent, comme une sphère qui couvre toute sa tête. Je me demande si c'était pour l'atmosphère à l'intérieur ou juste une sorte de protection, je ne sais pas. Un casque complètement transparent, comme un bocal de poisson. Ouais, exactement, une sorte de dôme qui recouvre complètement sa tête. Mais de toute façon, il m'a emmené dehors. Et crois-moi, je n'étais pas contre, je voulais juste sortir de là. Et il te parle? Non, rien, je continuais de poser des questions, mais il ne répondait toujours pas. Il a mis ses mains sur toi? Oui, il m'a pris le bras. Et oui, j'ai bien senti qu'il me touchait. Donc, il te guide dehors, et tu ne t'es pas battu contre lui? Non, je ne me suis pas opposé. C'est là que ça devient intéressant. Il m'a pris par le bras, et même si j'étais encore complètement paniqué, je n'ai pas eu envie de résister. Peut-être que c'est l'épuisement, la confusion, ou quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas lutté contre lui. Je n'ai pas ressenti la nécessité de le faire. Certaines personnes pensent que peut-être ils t'ont hypnotisé ou manipulé pour te faire croire que cet être ressemble à un humain. Tu crois que c'est possible? Je trouve ça peu probable. La vraie question, c'est que mon cerveau est complètement embrouillé à cause de l'énergie que j'avais subie. Je suis dans un état où même si quelqu'un voulait m'hypnotiser, je ne pense pas que ça aurait fonctionné. Je n'étais pas dans un état normal où ça pouvait opérer. Donc, il t'a pris par le bras et tu l'as suivi sans résister. Mais qu'est-ce qui t'a fait décider de ne pas lutter contre lui? Je pense que c'est un mélange de confusion, de peur et peut-être aussi un certain sentiment de soulagement. J'ai l'impression que s'il me conduit quelque part, c'est mieux que de rester là où j'étais. C'est presque comme si, même dans mon état, suivre ce type est la seule chose rationnelle à faire. Donc c'était quelque chose de familier, mais tout autour de toi te semblait menaçant à ce moment-là. Alors, il t'a sorti de là. Est-ce qu'il a fait un geste avec son visage, quelque chose qui t'aurait donné un indice sur ses intentions? En fait, il esquisse un petit sourire, mais c'est tout. Il n'a pas du tout l'air enclin à parler ou à dire quoi que ce soit de plus. Mais le fait qu'on avance rapidement, il m'a un peu rassuré sur le moment, même si je ne savais pas où il m'emmenait. Et une fois dehors, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est plus facile de respirer, l'atmosphère à l'intérieur du vaisseau était vraiment oppressante. Mais dès que je suis sorti, l'air était plus frais, plus vivable. C'est comme un petit soulagement. Donc, tu sors de ce vaisseau. Comment c'est de l'extérieur? Ce vaisseau, c'est le même que celui où tu t'es fait frapper par le rayon, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement le même. Mais une fois sorti de ce vaisseau, on se retrouve dans une grande pièce. Ça pourrait être un autre vaisseau ou peut-être un bâtiment sur Terre. Je ne suis pas vraiment en état d'observer tout ça de façon claire. Je suis plutôt concentré sur ma peur et sur le fait que je n'ai aucune idée de où on allait. Alors comment tu es sorti? Il me conduit sur une rampe et on sort dans un endroit plus frais. Et il n'y a pas cette humidité accablante. Je suis passé par une sorte de salle, une pièce qui semble être la partie d'un grand bâtiment. Je la vois de biais, mais j'étais trop préoccupé pour vraiment y prêter attention. Tu as dit que la pièce avait une lumière qui ressemblait à celle du soleil. C'est comme une lumière naturelle? Oui, c'est une lumière douce comme celle du soleil. Peut-être que les panneaux sont translucides et laissent passer de la lumière, ou alors ils peuvent recréer cet effet lumineux. Je ne sais pas exactement. Il y a aussi d'autres vaisseaux en forme de disque dans la pièce, mais encore une fois, ma peur m'empêche de vraiment observer. Et ensuite, tu es allé où? On traverse cette grande salle, puis on emprunte un couloir. Je commence à paniquer de plus en plus, mais je n'avais pas beaucoup de force, je me sentais vraiment mal. On arrive dans une pièce où il y a d'autres êtres comme lui, mais cette fois sans casque. Je me sens soulagé de ne plus voir ces protections. Je me suis dit, enfin, quelqu'un va peut-être m'expliquer ce qui se passe. Mais ils ne répondent toujours pas à mes questions.
Tu étais soulagé de les voir sans casque, mais ils ne répondaient pas. Exactement. Et ça m'a encore plus paniqué. J'ai commencé à résister, mais j'étais trop faible pour m'opposer à eux. Ils m'ont plaqué sur une table et c'est là qu'une d'elles a mis un masque sur mon visage. C'est un masque qui ressemble à un masque à gaz, mais je ne l'ai pas vu relié à des tubes ou quoi que ce soit. Je sais juste qu'il était là et c'était dans sa main. Alors donc, ces entités, qu'elles soient masculines ou féminines, ressemblent à des humains. Est-ce pareil pour leur apparence? Oui, c'est assez similaire, c'est une couleur de peau proche de celle de l'homme que j'ai vue. Je pense qu'ils ont juste cherché à trouver quelque chose qui ne me terroriserait pas. Mais dès que le masque a été posé sur mon visage, je me suis évanoui, tout est devenu noir. Puis tu t'es retrouvé sur Terre. Est-ce que tu as eu un instant pour voir le vaisseau repartir dans le ciel? Oui, je l'ai vu s'élever dans le ciel juste avant que tout ne redevienne flou. C'est comme un éclair d'atmosphère, un instant bref, mais intense. Et ensuite, tu as fait un appel depuis une cabine téléphonique. Comment ton frère a-t-il réagi? Je n'avais pas de force pour me déplacer, mais j'ai réussi à joindre mon frère. Il arrive assez vite et il n'arrive pas à croire ce que je lui racontais. C'était un choc pour lui aussi. Et après, tout l'enfer médiatique t'est tombé dessus, non? Les gens n'ont pas hésité à te critiquer. Oui, c'était terrible. Les médias ont fait de moi une cible facile, je suis passé pour un fou aux yeux de nombreux sceptiques, j'ai subi des mois de pression, je n'ai même pas pu rentrer chez moi en paix pendant un long moment. Tu as aussi essayé l'hypnose, non? C'est là que tu as vraiment pu revenir sur l'expérience. Oui, l'hypnose m'a permis d'accéder à des souvenirs que j'avais bloqués, des fragments de ce que j'ai vécu à bord de ce vaisseau. C'est comme une sorte de déblocage mental. Et ton frère, tu lui as parlé de tout ça? Oui, il m'a soutenu tout au long de l'expérience. D'ailleurs, il a lui-même vu un ovni, un tic-tac. C'est un événement qu'il n'a jamais oublié et ça a renforcé notre lien avec ce phénomène. Les gens ont essayé de te discréditer, toi et ton équipe. Est-ce qu'il y a des figures qui ont vraiment cherché à étouffer cette histoire? Oui, il y a des gens comme ceux du projet Blue Book qui ont fait tout leur possible pour que l'affaire disparaisse. C'est la mission de l'armée de réduire tout ça de la fumée, comme avec le fameux gaz des marais. C'est leur méthode pour balayer sous le tapis tout ce qui n'a pas d'explication facile. Tu penses que ce genre de projet peut encore avoir un impact aujourd'hui? Il y a toujours des efforts pour minimiser l'impact de ce genre d'événement, mais je crois qu'il y a aussi des gens dans le milieu ufologique qui appellent à une divulgation, à ce qu'on rende public toutes les informations, toutes les données disponibles. Personnellement, je ne suis pas sûr de ça, je pense qu'on devrait être prudent avec ce qu'on souhaite. Après avoir parlé à des gens dans les agences fédérales et militaires, ma propre impression, c'est que ce n'est pas une conspiration géante. Peut-être qu'on en sait déjà assez, ou même trop. On ne va pas tout balancer dans les livres et révéler à nos ennemis tout ce qu'on sait et ce qu'on ignore. Exactement, Joe, on doit garder une part de mystère. Alors tu veux qu'on parle un peu de Bob Lazar? Tu sais, cet homme qui a fait des révélations choquantes sur les ovnis. C'est un sujet qui revient souvent. Je suis d'accord, Bob a beaucoup à dire et une partie de son histoire fait sens. On ne peut pas ignorer tout ce qu'il a partagé. Tu as eu pas mal de rencontres étranges, toi aussi. Tu m'as dit une fois que tu avais sauvé ton fils en pleine nuit. Tu veux en parler? Oui, c'était un moment étrange. Je suis dans une situation où je sens qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal. Je vais le chercher, il est dans une sorte de transe. C'est comme si il était pris dans une sorte de champ de force. Je réussis à le réveiller juste à temps. Tu te souviens aussi de cet incident quand tu étais enfant? Tu n'es toujours pas sûr si c'était un rêve ou pas, non? Exactement, Joe. Je me rappelle m'être réveillé dans mon lit et ressortir que quelque chose me soulevait, comme si la couverture était tirée sous mes pieds. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait ce petit homme avec la peau pâle, des yeux énormes et sans cheveux. Il portait un costume noir. J'ai crié et il m'a lâché avant de s'enfuir. J'ai essayé de le poursuivre, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Fascinant. Ça me rappelle un peu Star Trek, tu sais, l'idée de rencontre interdimensionnelle ou d'intelligence non humaine. Je suppose qu'il y a toujours ce lien. On ne sait pas vraiment d'où viennent ces êtres, mais il y a quelque chose d'étrangement familier dans leurs apparitions. C'est comme une présence qui va au-delà de notre compréhension. Parlons maintenant du shérif qui a pris en charge l'affaire. C'est un homme très sceptique, mais tu as une relation intéressante avec lui, n'est-ce pas? Ouais, c'était un bon gars. Mais même lui avait du mal à comprendre ce qui m'était arrivé. Il avait l'esprit ouvert, mais l'idée qu'un homme ait disparu pendant 5 jours et revienne avec une histoire aussi improbable, ça ne collait pas avec ce qu'il avait toujours cru. Et James Garner, qu'est-ce qu'il pensait de tout ça? Ah, James, c'est un type super, très curieux de tout ça. Il veut comprendre, mais c'est difficile de convaincre les gens autour de nous. Même pour lui, c'est un défi de se faire à l'idée que ce genre de choses peut arriver.
Qu'est-ce que tu penses de la possibilité d'une évolution accélérée chez certains de ces êtres? Je pense que c'est une hypothèse qui mérite réflexion. Les changements dans la biologie, les mutations génétiques, il se pourrait qu'on parle d'une forme de vie qui a évolué différemment. Peut-être même qu'ils sont plus avancés que nous dans certains domaines. Et concernant le film sur ton expérience, tu vois des différences avec ce qui s'est réellement passé? Oui, bien sûr, le film est une interprétation de ce qui m'est arrivé, mais il y a des détails qui ont été exagérés ou changés. C'est inévitable vu que ce genre d'histoire est difficile à transmettre sans faire un peu de dramatisation. Les sceptiques, bien sûr, ils sont toujours là. Comment tu fais face à toute cette critique année après année? C'est pas facile, mais j'ai appris à m'en détacher. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, je sais ce que j'ai vécu et les preuves sont là. Je n'ai plus besoin de convaincre les autres. Ceux qui croient, croient, et ceux qui ne croient pas, eh bien, je ne peux rien y faire. Et en fin de compte, tu veux dire quoi aux gens qui doutent de ton histoire? Ce qu'on veut surtout dire aux gens, c'est « ne soyez pas effrayés ». Ne croyez pas à tout ce que Hollywood vous montre avec ses monstres envahissants. Loin de là, il y a des choses que l'on ne comprend pas encore, mais ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas que c'est un danger. Au contraire, il faut garder l'esprit ouvert. En écoutant Travis Walton, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur ce que nous savons vraiment de l'univers qui nous entoure. Son récit, à la fois fascinant et troublant, nous invite à garder l'œil ouvert tout en restant critique. Que vous soyez sceptique ou convaincu, une chose est sûre. L'histoire de Travis est une plongée unique dans l'inconnu. Et qui sait, peut-être que les réponses à ces mystères se trouvent juste sous nos yeux, ou bien au-delà des étoiles. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun mystère. Je vous dis à bientôt sur Enigma et Mysterium.